Zeus refusa de les départager. Il ne voulait pas prendre le risque d'offenser Héra, Aphrodite ou Athéna. Il proposa plutôt que le plus beau des mortels, nommé Paris, juge qui des trois déesses devait se voir remettre la pomme de la discorde. C'est ainsi que les déesses descendirent sur terre, sur le mont Ida, pour recueillir le jugement du jeune et beau berger. Héra, Athéna et Aphrodite apparurent dans toute leur splendeur devant Paris, qui était occupé à garder le troupeau de son père adoptif. Sans plus d'explication, les déesses le pressèrent de dire laquelle était la plus belle d'entre elles. Le jeune homme, tout éberlué, prit un instant avant de se prononcer. Mais comme chacune des déesses avait à cœur d'être choisie par le berger, elles essayèrent tout leur possible pour l'influencer. Jeune Paris, si tu me choisis, je t'offrirai le noble pouvoir de la royauté, lui dit Héra. Si c'est moi que tu trouves la plus belle, je te donnerai une grande armée à gouverner, renchérit Athéna. Allons, l'encouragea Aphrodite, n'aie pas peur de dire que tu préfères ma beauté, et je ferai en sorte que la plus ravissante des femmes de la terre t'appartienne. Le dernier argument plut beaucoup au fils du berger. Il déclara qu'à ses yeux, la beauté d'Aphrodite surpassait celle d'Héra et d'Athéna, bien qu'elles fussent très très belles aussi. À cette annonce, le visage de la déesse Aphrodite sembla rayonner encore davantage, tant elle était flattée d'avoir été désignée. Héra et Athéna jugèrent à Paris qu'elle lui ferait regretter son choix. Oh non, tu ne le regretteras pas, le rassura Aphrodite d'un sourire complice avant de regagner l'Olympe. Une telle promesse, venant de la déesse de l'amour et de la beauté, avait de quoi faire tourner la tête à n'importe quel berger. Paris nourrit alors de grandes ambitions, et l'envie lui vint de découvrir le monde au-delà du mont Ida où il avait grandi. Il se rendit à la ville la plus proche, Troie, qui était aussi sa ville natale, bien qu'il ne le sût pas. Dans la cité, le beau berger, qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici, ne passa pas inaperçu. Ses bonnes manières et son charme naturel lui attirèrent les faveurs de personnes haut placées. Bientôt, Paris fut même présenté au roi Priam et à la reine Hécube dans leur palais. Intrigués par la ressemblance avec leurs propres enfants, les époux royaux posèrent de nombreuses questions à Paris, et ils ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'il était ce fils qu'ils avaient dû abandonner presque 20 ans auparavant au berger du mont Ida. Émus par cette rencontre inattendue, ils lui sautèrent dans les bras et ne voulurent plus repenser aux raisons qui les avaient forcés à l'abandonner. Voilà comment, du jour au lendemain, le destin de Paris changea. Le jeune homme voulut remercier les dieux de l'avoir guidé dans la direction de Troie, et c'est alors qu'à cet instant, il se remémora la promesse
d'Aphrodite, Paris enleva Hélène au nez et à la barbe du royaume de Sparte. Le roi Ménélas fut profondément humilié qu'un beau jeune homme, prince troyen, lui ravît sa femme. Il prit conseil auprès de son frère, le puissant chef de guerre Agamemnon, roi de Mycène. Ensemble, ils décidèrent que l'heure était grave, et par le serment de Tindar, ils convoquèrent tous les rois grecs pour leur demander d'être leurs alliés dans le conflit qui s'annonçait. Ainsi, Ulysse, le risé roi d'Ithaque, aidé de Nestor, le roi de Pylos, parcoururent tout le pays afin de rallier chaque souverain à la cause de Ménélas. La nouvelle parvint bientôt jusqu'à Ptih, en Thessalie. Quand le roi Pélée entendit qu'on cherchait des guerriers pour un combat qui se préparait, il pensa tout de suite à son fils, Achille. Achille était né de Thétis, la splendide Néréide marine. Zeus et Poséidon eux-mêmes auraient été tentés de l'épouser si une prédiction ne les en avait dissuadés. Le fils qui naîtra de Thétis sera plus grand et plus puissant que son père, avait annoncé la sage Thémis, la fille d'Ouranos et de Gaïa. Bien sûr, les dieux n'eurent pas la moindre envie d'être surpassés. Ils décidèrent donc d'imposer un mari humain à la belle Thétis, de façon à conserver la supériorité divine sur l'humanité. Or, Thétis espérait mieux pour elle qu'un simple mortel à épouser, et si la Néréide avait respecté la volonté divine en épousant Pélée, le mari qui lui avait été désigné, dès que son enfant vint au monde, elle tenta par tous les moyens de lui procurer l'immortalité. En cachette de son mari, elle frictionnait chaque jour le corps du petit Achille avec de l'ambroisie, la nourriture des immortels. Il arrivait aussi qu'elle le baigne dans les eaux sacrées du Styx, suspendu par le talon, pour que son corps, autant que possible, soit rendu invincible. Bien encore, Thétis plongeait furtivement son enfant dans le feu céleste afin de le purifier de ses composantes mortelles. Mais un jour, Pélée surprit Thétis au cours de ses étranges agissements. En tant que mortel, il n'avait aucune idée de ce que ces rituels signifiaient. Mais lorsqu'il vit sa femme plonger Achille dans les flammes du feu, il crut assurément qu'elle voulait le tuer. Pélée prit alors la décision d'éloigner Achille de Thétis en envoyant son garçon auprès du centaure Chiron. Le précepteur avait une très bonne réputation et Pélée souhaita qu'il prenne en charge l'éducation de son enfant. Très vite, Chiron s'aperçut que de tous ses jeunes élèves, Achille était celui qui montrait le plus de disposition à l'art et au combat. D'ailleurs, le garçon n'avait pas 10 ans, qu'il déclarait déjà haut et fort préférer une vie courte, rehaussée d'un instant de gloire, plutôt qu'une longue vie sans aucun exploit. Le devin Calbas fut consulté pour connaître le sort de cet enfant, étonnant de détermination et d'habileté. Fils
chercher Hélène et de se venger. Désormais, la guerre de Troie était imminente et les bateaux levèrent bientôt l'ancre. Mais, à leur arrivée sur la côte, les Grecs ne purent débarquer. Cyrnos, un redoutable allié des Troyens, semait la panique sur le rivage. Personne n'avait pu venir à bout de ce guerrier, jusqu'à ce que le valeureux Achille se présente. Lui qui n'avait pas son pareil dans le maniement des armes ne démérita pas. Achille repoussa Cyrnos à coups de bouclier, tendait si bien qu'à force de reculer, il fit trébucher son adversaire sur une pierre. Et là, sous le regard admiratif des troupes d'Agamemnon, il lui asséna un coup fatal. Cette première victoire des Grecs sur les Troyens valut immédiatement au jeune héros la reconnaissance d'un très grand guerrier. La guerre était inévitable désormais. Les Troyens l'avaient bien compris. Ils commençaient déjà à consolider toute leur cité avec des barricades. Et c'est alors qu'Achille eut une idée. « Ma parole, s'écria-t-il, Troie construit sa propre tombe. Pourquoi ne pas en profiter pour assiéger la ville ?» Agamemnon approuva la suggestion, et dès lors, le conflit s'enlisa dans un temps indéfini. Espérant accélérer les choses, les Grecs attaquèrent et pillèrent systématiquement tous les villages d'alentour afin d'empêcher qu'ils ne ravitaillent Troie. Chaque fois, ils repartaient avec un copieux butin constitué de nourritures et de boissons. Occasionnellement, en guise de trophée, les meilleurs guerriers kidnappaient des jeunes femmes pour les mettre à leur service. Un jour, Achille s'étant particulièrement illustré au combat, Agamemnon lui attribua une demoiselle du nom de Briséis. Lui-même, en tant que chef des armées, choisit une autre jeune fille du nom de Chryséis. Mais quelque temps plus tard, les soldats grecs eurent la visite du père de Chryséis, un prêtre d'Apollon très puissant. Faisant fi de tout danger, le brave homme était venu réclamer sa fille bien-aimée. « Je vous en prie, je vous en conjure, rendez-moi Chryséis, supplia-t-il. En échange, je vous donnerai une belle somme d'argent, et je ne possède rien d'autre que cela. » Agamemnon n'eut que faire des supplications du vieil homme. Il rit au nez du prêtre et lui tourna le dos. Triste et révolté qu'on le traita de la sorte, le prêtre invoqua sur le champ le dieu Apollon afin de lui demander de punir ceux qui lui avaient enlevé sa fille. Comme le prêtre était bon et que des années durant il n'avait jamais manqué de témoignages tous les honneurs aux dieux auxquels il était consacré, sa prière fut exaucée sans délai. Le dieu Apollon envoya plusieurs flèches en direction du camp établi par Agamemnon et
Achille s'inquiéta d'une telle situation. Poussé à agir par la déesse Héra, il alla trouver Agamemnon. Ménélas et le devin Calchas. Il voulait savoir s'il valait mieux fuir pour avoir une chance d'échapper à la maladie, ou bien rester coûte que coûte. Le devin prit alors une profonde inspiration pour se donner du courage. En livrant l'explication de la colère d'Apollon, il savait qu'il offensait par là même le roi de Mycène. Calchas, anxieux, s'assura d'abord d'avoir la protection d'Achille avant de lui faire part de ses révélations. C'est que la faute porte tout entière sur Agamemnon, notre chef des armées, expliqua le devin. Depuis qu'il a offensé le père de Chryséis, traître d'Apollon, le dieu archer nous punit de ses flèches empoisonnées de maladie. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour apaiser la colère d'Apollon? S'empressa de questionner le roi Ménélas. Tant que Chryséis ne sera pas rendu à son père, le mal s'abattra toujours sur notre camp, répondit le devin d'un ton ferme et définitif. Immédiatement, les yeux d'Agamemnon s'emplirent de colère. Il n'avait aucune envie de rendre Chryséis, et il était maintenant publiquement obligé. Soit, maugréa Agamemnon, je rendrai Chryséis à son père pour épargner nos guerriers. Mais j'estime mériter ma part d'honneur. Voilà pourquoi je prendrai Briséis, le trophée d'Achille, ajouta-t-il rageusement. Et ce fut le commencement d'une profonde dispute entre Achille et Agamemnon. Le jeune héros ne voulait pas que Briséis lui soit retiré, car il ressentait dans son cœur des sentiments pour elle. De plus, Achille trouvait injuste la réaction d'Agamemnon. Cependant, le chef des armées était puissant, et ce qui fut dit fut fait. Chryséis fut rendu à son père au cours d'une cérémonie consacrée au dieu Apollon. L'épidémie de peste se calma pour se terminer très rapidement après. Puis les gardes d'Agamemnon furent chargés d'emmener Briséis, contrainte de quitter Achille pour rejoindre le chef des armées. Alors, le jeune homme, écœuré, se dirigea en toute hâte vers le bord de mer. Seul, sur le rivage, il libéra toute sa colère et son chagrin. Il espérait que sa voix, emportée par le vent et l'écume des vagues, retienne toute l'attention de celle qui lui avait donné la vie et dont il avait tant besoin à ce moment-là. Son feu fut entendu et Thétis accourut aux larmes de son fils. Elle l'écouta tendrement et lui promit de plaider sa cause auprès de Zeus, afin que le dieu des dieux agisse en sa faveur. Achille, une fois calmé, se retira de sa tente et jura devant Zeus qu'il ne retournerait pas au combat sur les ordres d'Agamemnon. D'abord, le chef des armées ne voulut pas prêter attention à ce qui lui semblait être un détail, mais bientôt il dut se rendre à l'évidence. Sans l'aide du héros guerrier, les Grecs accumulaient défaites
le souverain du ciel avait promis, malgré l'avis contraire de sa femme Héra, que les Troyens garderaient l'avantage sur les Grecs dans la guerre de Troie, tant qu'Achille voudrait se tenir éloigné du champ de bataille. Le soutien de Zeus mit du baume au cœur déchiré du héros. En effet, depuis sa violente dispute avec Agamemnon, Achille passait ses journées à regretter sa tendre Briséis et à soupirer au combat qui lui manquait. Seul son fidèle cousin Patrocle restait à ses côtés pour le soutenir et lui apporter un peu de compagnie. Le lendemain matin, alors que les deux camps se faisaient face à nouveau, Ménélas défia Paris en duel. Il était las des combats et espérait ainsi épargner la vie de ses hommes. Prenant à témoin les troupes respectives, il annonça ses conditions. Le vainqueur remporterait Hélène et la paix entre les deux royaumes. Paris, d'abord inquiet d'affronter son seul rival, se laissa encourager par son frère Hector. Après tout, il était à l'origine du conflit. Et bientôt, Paris, pour les yeux de sa belle, se sentit pousser des ailes. Il accepta le défi. Ménélas et Paris, plus déterminés que jamais, se préparèrent alors pour la bataille de leur vie. Hélène, pendant ce temps, était retranchée dans une tour de la cité troyenne et observait la scène en tremblant de tout son être. Elle était pétrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle aimait et presque autant à l'idée de voir périr celui qu'elle avait aimé jadis. De part et d'autre du champ de bataille, les soldats suivaient attentivement le déroulement des opérations. Toute l'assemblée sursauta quand, après plusieurs minutes d'un combat acharné, Ménélas blessa Paris à la cuisse. Le roi de Sparte s'avança vers son adversaire avec un sourire rancunier, prêt à l'entendre dire qu'il capitulait. Il saisit alors la longue crinière du casque de Paris et le traîna par le cou en direction du camp grec, avec déjà au visage une allure de vainqueur. Mais c'était sans compter l'intervention de la divine Aphrodite, protectrice du berger, qui autrefois l'avait désignée comme la plus belle des déesses. D'un geste, elle rompit la bride qui serrait le cou délicat de Paris, et Ménélas n'eut plus entre les mains que le casque vide de son rival. Fou de rage et ridicule, Ménélas se précipita sur Paris, resté étendu au sol, à quelques pas de lui. Or, Aphrodite s'interposa de nouveau. La déesse enveloppa le guerrier troyen d'un épais nuage et le fit transporter dans sa chambre en toute sécurité. Les portes de la cité se refermèrent derrière le blessé, laissant Ménélas seul, sans explication. Pendant de longues minutes, le roi de Sparte, humilié, attendit que son adversaire revienne disputer le duel contre lui. Pourtant, les portes restaient désespérément
plus sage conseiller, il s'exprima en ces termes. Ne pense plus aux récents événements où les Grecs perdirent l'avantage au combat. Dis à tes hommes de reprendre les armes à l'attaque des Troyens, et bientôt vous vaincrez tous ensemble. Au matin, en ouvrant les yeux, le chef des armées repensa au rêve qu'il avait fait. Cela le rendit si confiant pour la suite qu'il crut possible de remporter le jour même la ville du roi Priam. Voilà pourquoi, dès le saut du lit, Agamemnon revêtit son plus beau manteau de chef des armées et convoqua immédiatement ses troupes pour leur faire part du beau présage qui les attendait. Seulement, après plus de 9 années passées à préparer le combat, puis à défendre l'honneur des Grecs pour la cause du roi Ménélas, la majorité des guerriers étaient lassés par les beaux discours d'Agamemnon. Parmi les survivants de l'épidémie de peste et des nombreuses défaites accumulées depuis qu'Achille s'en était retiré dans sa tente, nombreux étaient ceux qui avaient perdu confiance. L'annonce du chef des armées divisa les hommes. Le camp est trop proche de la mer. Nos navires n'attendent que nous pour repartir vers notre pays. Nous voulons retrouver nos familles, disaient les uns et les autres. Allons, vous voudriez retourner chez nous les mains vides, sans Hélène et sans victoire. Songez à toutes les vies qui auraient été perdues pour rien. L'honneur nous le défend, répondirent d'autres personnes. Le camp d'Agamemnon était au bord de la discorde. De fait, les dieux de l'Olympe décidèrent qu'il était temps d'intervenir. La déesse Héra, femme de Zeus, envoya la sage Athéna auprès du roi d'Ithaque, le rusé Ulysse, afin d'éclairer de ses conseils le guerrier. Retiens chaque guerrier de tes douces paroles, dit Athéna à Ulysse, et ne permets pas que les navires prennent la mer. Convainc-les de rester jusqu'à ce que la ville de Priam soit entre vos mains. Si Zeus s'est adressé en songe à Agamemnon, sache que ce n'est pas pour rien. Et la déesse disparut l'instant d'après, aussi vite qu'elle était apparue. Ulysse était considéré pour sa grande intelligence. Aussi, lorsqu'il s'adressa à tous ceux qui croisaient sur son passage pour leur demander de rester afin de faire front tous ensemble, il réussit à les faire changer d'avis pour la plupart. Pour redonner courage à l'ensemble des troupes, Ulysse demanda au sage Nestor et au brave Ajax de venir avec lui trouver Achille dans sa tente afin de l'encourager à reprendre les armes. Ils le trouvèrent allongé, la mine grave, jouant de la lyre, accompagné au chant par son cousin Patrocle. Achille, commença Ulysse, malgré la douleur qui t'accable, je t'en prie, au nom du peuple grec, nous avons besoin de toi. Tous te regrettent, poursuivit Nestor. Depuis que tu t'es retiré, plus rien ne va. Les défaites s'enchaînent et les vies se perdent.
consentit et fit une proposition. « Nous respectons ton avis, dit-il à Achille, mais si tu ne veux point prendre part au combat, peut-être Patrocle le pourrait-il, lui. En revêtant des armes, à la fois nos hommes et nos adversaires croiraient que tu es de retour, et le courage que tu donnerais à nos troupes inspirerait autant de crainte à nos ennemis, suggéra Ulysse. Achille considéra le regard illuminé de son ami Patrocle. Sa réponse se lisait sur son visage. « Bien, » déclara le héros sans quitter son air triste. « Puisque vous semblez tous approuver cette proposition, je me range à votre avis. Toutefois, en consentant à prêter mes armes, je souhaite imposer une condition. » Laquelle s'empressa de demander Ulysse, qui craignait un caprice d'Achille, annulant toute négociation. Patrocle doit promettre de combattre loin des barricades de la ville de Troie. On m'a déjà enlevé Briséis. Je ne tiens pas à perdre une autre personne très chère à mon cœur. Tous approuvèrent cette condition et, pour sceller leur accord, Patrocle jura devant témoins. Puis Ulysse, Nestor et Ajax se rendirent dans la tente d'Agamemnon pour lui faire part de la nouvelle. Le chef des armées se réjouit de cet arrangement qui lui semblait être de très bon augure pour la bataille à venir. Très vite, dans le camp grec, les soldats reprirent confiance en apprenant qu'Achille était de retour. Alors, on donna l'ordre de préparer un grand repas afin que les guerriers prennent des forces avant d'affronter les Troyens. Mais si le subterfuge fonctionna sur les Grecs, il n'en fut en aucun cas dupé des dieux des dieux. Certes, Patrocle allait prendre part au combat avec l'armure d'Achille, mais ce dernier n'en demeurait pas moins reclus dans sa tente. Aussi, tel que Zeus l'avait assuré à Thétis, tant qu'Achille se tiendrait loin de la bataille, les Troyens l'emporteraient. Voilà pourquoi Zeus, en dépit de l'avis de sa femme, fit avertir Paris et les siens. « Vous tous écoutez, » déclara Iris, la messagère rapide comme le vent. « Zeus m'envoie vous prévenir que les Grecs se préparent à un assaut sans précédent. Rassemblez vos forces et vos alliés sous les ordres d'Hector, frère de Paris et chef des armées. » À ces mots, la ville de Troie s'emballa. Chacun courut prendre ses armes et se rendit au dehors des remparts, en haut de la colline, d'où on voyait déjà les Grecs au loin qui approchaient. Les affrontements ne tardèrent pas à commencer. Les Grecs, déterminés à remporter la victoire, ne faisaient pas de quartier, mais les Troyens étaient bien décidés à défendre leur cité. Au beau milieu du combat, Patrocle, sous son casque et son armure, se confondait aisément avec Achille, d'autant que lui aussi était un
forces manquèrent à Patrocle, qui n'avait pas l'endurance de son ami et demi-dieu Achille. Alors Hector, d'un cri triomphal, lui porta un coup d'épée fatal. C'est sous les acclamations des Troyens que le chef des armées ôta les armes d'Achille en guise de butin. Et bien vite, ils réalisèrent que les apparences étaient trompeuses. Dans ce moment de flottement, Ménélas en profita pour agir. Il s'élança vers la foule et reprit le corps de Patrocle aux Troyens afin de le ramener au campement grec. Lorsque Achille apprit la mort de son cher cousin, la colère et le désespoir l'envahirent. Il s'arracha les cheveux, se jeta à terre et se couvrit le visage de cendres. Puis il sentit monter en lui un puissant désir de vengeance. Pour avoir causé la mort de Patrocle, 1000 Troyens perdront la vie de ma main, s'écria Achille d'un ton justicier. Et sur ces mots, il quitta sa tente à la rencontre d'Agamemnon, afin de faire la paix avec lui et de l'avertir de sa décision de reprendre le combat. Thétis, la mère d'Achille, ne tarda pas à apprendre que son fils s'apprêtait à retourner affronter les Troyens, et cela la tourmenta au plus haut point. En effet, étant dans le secret des dieux, elle s'était laissé dire que si Achille affrontait Hector, la mort le guetterait quelque temps après. Mais pour l'heure, il fallait de nouvelles armes à Achille, puisque son choix était fait. Alors Thétis commanda au dieu forgeron Héphaïstos une nouvelle armure destinée à protéger son fils lors de la prochaine bataille. Elle vint elle-même l'apporter à Achille la veille de la reprise des combats. Dès le petit matin suivant, sitôt le signal donné par Agamemnon, les guerriers s'équipèrent, déterminés à arracher la victoire aux Troyens. Achille revêtit son armure divine, et dès qu'il fut sur le champ de bataille, il se mit en quête d'Hector, l'homme qui avait ôté la vie à son cousin Patrocle. Sur la distance qui le séparait des remparts de la cité de Troie, Achille anéantissait chaque ennemi qui avait le malheur de croiser son chemin. Sa fureur le rendait impitoyable, et derrière lui, les hommes à terre se comptaient par dizaines. Toutefois, grâce à Achille, le camp grec gagna du terrain sur l'ennemi ce jour-là, et c'est ainsi que les Grecs arrivèrent nombreux aux portes de la cité troyenne. Le frère de Paris, Hector, considérant l'avancée fulgurante du camp adverse, donna l'ordre à ses soldats de se réfugier à l'intérieur de la forteresse. Quant au chef de guerre troyen, malgré les protestations de sa famille, il resta bravement en dehors des remparts pour tenter de repousser l'ennemi. Or, il se trouve qu'un oracle avait prédit que le royaume de Troie résisterait tant qu'Hector vivrait. Nombreux étaient ceux qui avaient péri en osant s'attaquer à lui ces 9 dernières années, car Arès, le dieu de la guerre, était son protecteur. Mais, face à la volonté de Zeus, Arès dut se retirer. Achille, les poings serrés,
sur Hector pour le défier. Le moment était venu pour lui de venger Patrocle. Il se sentait la force d'un lion. Rien ne pouvait l'arrêter. Hector, de son côté, sentit tout à coup son énergie et son ardeur le quitter. Il était tout près de rebrousser chemin quand la déesse Athéna s'adressa à lui pour l'encourager et lui promettre son aide. Malheureusement pour lui, ce n'était qu'un leurre. Envoyée par Zeus, la déesse se volatilisa aussitôt après qu'Hector eut engagé le combat. Le cœur empli de rage, Achille lança son arme à pleine puissance sur son ennemi. Son javelot atteignit Hector et il tomba à terre. Les derniers mots du chef de l'armée troyenne furent pour Achille, à qui il prédit une mort prochaine. Aujourd'hui tu triomphes, fier guerrier, mais que ta force et ton courage ne te fassent point oublier que les dieux se vengeront. Sois sûr que tôt ou tard, mon frère Paris, aidé d'Apollon, te tuera, prononça Hector dans son ultime souffle. Pour toute réponse, le guerrier grec emporta Hector sur son char et fila à toute allure jusqu'au camp grec. Sa vengeance désormais accomplie et le trophée dérobé à l'ennemi, décidèrent Achille à organiser les funérailles de son regretté Patrocle. Pendant ce temps, Priam et Hécube, les souverains de Troie, étaient fort tourmentés par la disparition de leur fils tant aimé. Dès le lendemain soir, le vieux roi voulut demander la restitution du corps d'Hector. Pour l'honneur de leur fils troyen, une cérémonie digne devait avoir lieu. C'est ainsi que, pour mieux témoigner de ses intentions pacifiques, Priam choisit de se rendre seul en ambassade auprès du camp ennemi. Il emporta sur son char un chargement précieux afin de faciliter les négociations auprès des Grecs et se mit en route. En chemin, le roi fit la rencontre inattendue d'Hermès, le dieu messager envoyé par Zeus, qui lui délivra une information de la plus haute importance. Le dieu des dieux te fait savoir qu'il t'encourage dans l'intention noble et digne que tu entreprends. Mais pour obtenir ce que tu viens chercher, tu devras t'agenouiller devant Achille ou l'implorer au nom de Pélée, son père, afin de toucher son cœur. Priam promit d'agir de la sorte, et le dieu messager lui assura qu'il lui faciliterait l'entrée dans la forteresse grecque. Ensuite, il disparut furtivement, comme il était apparu. Dès que le roi troyen approcha du camp grec, la lourde barricade bascula discrètement pour ouvrir le passage. Quand d'ordinaire, il ne fallait pas moins de 3 hommes pour la soulever. Puis, toujours par l'entreprise d'Hermès, le vieux roi se rendit sans aucune difficulté jusqu'à la tente d'Achille. Il trouva le héros à la fin de son repas, encore attablé avec quelques compagnons. Priam entra sans que personne ne s'en aperçoive et s'agenouilla devant Achille. Il lui prit les mains, celle-là même qui avait ôté la vie de son fils Hector, et les embrassa en signe de paix.
Malheureusement, ils ont tous péri durant ces longues années de conflit. À présent, c'est le tour de mon fils aîné, Hector, qui a succombé à ta force. Songe à ton père Achille et prends pitié de moi. Entends la volonté des dieux qui m'encourage dans cette voie et accepte d'apaiser un peu ma douleur en me rendant le corps d'Hector, afin qu'une digne cérémonie puisse lui être donnée. En effet, même les dieux désapprouveraient le comportement irrespectueux d'Achille envers Hector. Cependant, les paroles du vieux roi réussirent à apaiser le cœur du guerrier. Roi Priam, je consens à ta demande, annonça Achille en aidant le vieil homme à se relever. Cependant, tu ignores que nous sommes ennemis. En échange d'Hector, qu'as-tu à me proposer? Le roi Priam désigna au dehors de la tente le chargement qui l'accompagnait, et Achille découvrit des coffres au contenu précieux, des voilages brillants, des couvertures, des tapis, des robes superbes, des tuniques, mais aussi des vases, de la vaisselle délicate et de très nombreuses pièces d'or. L'accord fut donc conclu et une trêve décidée, le temps nécessaire aux funérailles d'Hector. À ce moment du conflit, chacun des camps espérait qu'un compromis puisse être trouvé, permettant enfin de cesser les affrontements. Mais Paris, qui était resté discret pendant les combats depuis qu'il avait été blessé par Ménélas, n'était pas partisan de négociations et de paix. À ses yeux, le risque était trop grand de perdre sa bien-aimée Hélène. Au lendemain de la trêve, le peuple troyen eut la surprise de constater que les navires et les campements grecs avaient disparu. Il ne restait plus rien témoignant de leur présence, mis à part un gigantesque cheval en bois monté sur une estrade équipée de 4 roues. Tous se réjouirent du départ des Grecs, Paris le premier. La guerre de Troie semblait terminée. Hélène ne leur serait plus réclamée. Cependant, une question était sur toutes les lèvres. Que faisait là cet immense cheval de bois? D'abord, il leur sembla que c'était une ruse. Aussi, les soldats examinèrent prudemment la construction à la recherche d'une trappe ou de quelque chose qui y ressemblerait. Après l'inspection, ils ne relevèrent rien de suspect. Puis un soldat grec surgit, gémissant. « Ô roi Priam, aie pitié de moi !» Les soldats troyens l'encadrèrent alors aussitôt, menaçant le grec de leurs lances, et il poursuivit. « Certes, je suis grec de naissance, mais je hais les Grecs plus que n'importe qui. En effet, Ulysse le perfide a assassiné mon meilleur ami parce qu'il avait osé critiquer cette guerre inutile. C'est le cœur en deuil et assoiffé de vengeance que je viens vers vous demander votre protection. » Le roi Priam, méfiant, répondit. « Quel est ton nom, déserteur? Et dis-nous, où se trouvent les Grecs? » « Je m'appelle Simon, ô roi Priam.
avec toute leur armée et de laisser Troie en paix, ainsi que la belle Hélène. Mais alors qu'ils étaient prêts à prendre la mer, une énorme tempête s'est levée. Ils ont donc construit ce grand cheval en l'honneur de Poséidon, pour qu'il se montre clément et les protège sur la route du retour. Après s'être concerté avec ses officiers, le roi Priam décida de croire les paroles de Simon et ordonna à ses hommes d'opérer une brèche dans les remparts de la cité troyenne afin de pouvoir ramener l'offrande au dieu de la mer en sûreté. Hissez-le jusqu'à la grande place, à proximité du palais, annonça le vieux roi, satisfait de la tournure inattendue des événements. Et une grande fête fut donnée autour du cheval monumental. Elle célébrait la victoire de Paris contre Ménélas. Jusque tard dans la nuit, les rires et les joies remplirent la cité de Troie. Il y avait des années que plus rien n'avait été célébré de la sorte. Pourtant, quand le dernier garde de la cité troyenne se fut assoupi, dans le plus grand silence, une porte secrète s'entrouvit sous la mystérieuse construction. Les Troyens ne s'en étaient pas aperçus, mais le cheval contenait en fait 50 des meilleurs guerriers grecs dissimulés à l'intérieur. Et Simon n'était autre qu'un imposteur. C'était Ulysse lui-même, le plus rusé de tous, qui avait élaboré ce plan audacieux. Les guerriers, cachés au sein du cheval de bois, avaient reçu l'ordre de rester les plus discrets possible jusqu'à la nuit, en espérant avoir atteint l'intérieur de l'impénétrable cité. C'était désormais chose faite, et la suite des opérations pourrait être menée à bien. Mes amis, c'est le moment que nous attendions tous, celui de s'emparer de la victoire, chuchota Ulysse. Chacun sait ce qu'il a à faire, les uns aux portes de la cité, les autres en route pour le palais. Allez! Et sur ces mots, les 50 guerriers sortirent un à un de l'immense cheval, se répartissant dans les deux directions opposées. Pendant ce temps, le reste des troupes grecques avait quitté leur cachette et accosté sur des navires à la faveur de la nuit. Tous se trouvaient déjà dans la plaine, à la vue du signal. Enfin, les torches s'enflammaient parurent. Tout se passait comme prévu, et les portes de la cité n'allaient plus tarder à s'ouvrir. En effet, dès le premier rempart tombé, l'armée de Ménélas, dirigée par Agamemnon, s'engouffra à l'intérieur de la ville. Désormais, rien ne pouvait empêcher la chute de Troie. Les guerriers se servirent des torches pour mettre la cité à feu et à sang. Les soldats se réveillèrent éberlués, alourdis de fatigue et de faim. Mais il était trop tard. Déjà à l'intérieur du palais, Ménélas avait repris son dû. Hélène avait été récupérée, et avec elle l'aimable Andromaque, femme d'Hector, avait été capturée à la demande d'Agamemnon. Malgré la
aperçut Achille, meurtrier de son frère Hector. Il décida de s'en prendre à lui. Sans perdre une minute, le fils de Priam dégaina son arc et s'empara d'une flèche empoisonnée. On dit que c'est Apollon lui-même qui dirigea la flèche de Paris jusqu'au talon d'Achille. Mais on murmure également que ce fut surtout un geste raté. En effet, c'était là le seul endroit vulnérable du héros, celui par lequel Thétis avait tenu son fils lors des rituels d'immortalité. Le poison ne tarda pas à envahir tout le corps d'Achille, et il tomba au sol inanimé. Au même moment, on crut entendre un long gémissement venu de l'océan. Les sanglots de Thétis accompagnaient la chute de son fils. Profondément attristés et furieux que les Troyens aient pris la vie de leur héros, les Grecs combattirent avec plus de hargne encore que jamais. Ce n'est donc que la nuit du lendemain que la guerre de Troie prit fin, laissant derrière elle 10 années de conflit et tant de héros perdus. Mais l'honneur de Ménélas était sauf, et sa femme, à la beauté époustouflante, voguait à ses côtés, faisant cap sur le royaume de Sparte. Avec émotion, chacun regagna son navire et prit la direction de sa patrie respective, afin de retrouver fièrement les siens. Toutefois, la traversée du retour réserva quelques surprises à certains. Celle de Ménélas dura 8 ans pour enfin atteindre son royaume, tandis que son frère, Agamemnon, fut frappé par la mort en débarquant sur ses terres à Mycène. Quant à Ulysse, il ne retourna à Ithaque qu'après 10 années d'incroyables aventures. Mais je vous les réserve pour une prochaine fois. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la guerre de Troie. J'espère que tu l'auras apprécié. La prochaine fois, je te raconte